Alors moi je suis journaliste, grand reporter à la rédaction de France Culture. Alors j'insiste un peu sur ce terme de grand reporter parce que c'est aussi beaucoup de fierté par rapport à mon handicap, parce que quand j'étais plus jeune, on m'a très souvent découragé à faire ce métier en me disant que comme je ne voyais pas, je ne pourrais jamais être journaliste. Alors en plus grand reporter, encore moins. Donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que c'est une fierté et aussi je pense que ça peut donner des idées, aussi bien aux employeurs qu'à des jeunes étudiants qui souhaiteraient faire ce métier un jour. Alors moi, comment je suis venu à la maison de la radio, la radio, ça a toujours été une grande passion pour moi. Elle m'a toujours accompagné depuis que je suis tout petit, parce qu'elle était un véritable canal d'information. Moi, je suis né en 1980, donc à l'époque, on n'avait pas encore vraiment Internet. Donc, quand on voulait s'informer ou lire, ça restait très visuel, même si on a beaucoup de livres en braille, des livres qui étaient enregistrés sur les cassettes. Mais on avait moins accès à la culture, à l'information qu'aujourd'hui avec Internet. Donc, du coup, la radio m'a toujours passionné, j'ai toujours voulu en faire mon métier. Alors moi, je travaille beaucoup, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle, avec les odeurs et l'ouïe. Voilà, moi je suis très sensible à ça, le toucher aussi. Et quand on arrive dans un pays, par exemple, quel qu'il soit, que ce soit en Europe ou en Asie, on est toujours frappé par les odeurs. Ça, on va s'en rendre compte. Hein. Les odeurs de pollution, les odeurs d'épices, par exemple, en Inde, les odeurs de feu. Par exemple, quand on est en Afrique, il y a très très souvent, voilà, on fait brûler beaucoup de choses et ça dégage des odeurs qui sont très particulières à ces pays-là. Par exemple, quand on va en Méditerranée, très souvent, on sent l'odeur de la cuisine, dans les foyers, quand on se va dans les petits villages, les odeurs de sauce. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et puis après, il y a le toucher aussi. Quand on va, par exemple, à la montagne, on va toucher. On va toucher des roches volcaniques, on va toucher des fleurs, des plantes, des arbres. Il y a aussi le sol. Quand on marche sur le sol, on se rend compte aussi de beaucoup de choses. Et puis il y a l'ouïe. Il y a l'ouïe, le bruit des camions, le bruit des trains, de la population, de la foule aussi, hein, le bruit des petits commerçants qui travaillent sur les trottoirs, qui vendent des articles dans le panier de carriole. Enfin, tout ça, c'est très important en fait. Et après, bien sûr aussi, il y a la description. Par exemple, si je visite un monument, ou une église, ou une mosquée, j'ai même demandé aux gens qui sont avec moi de me décrire les couleurs, l'architecture, quel style c'est. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'étais à Miami, et j'étais parti dans le quartier Art déco. Alors Art déco, je sais parce que j'ai fait de l'histoire, donc je sais à peu près ce que ça veut dire, mais j'ai demandé à l'ami qui était avec moi de me décrire un peu les couleurs et un peu les formes pour bien comprendre à quoi ça correspondait. Donc en fait, c'est tout un mix. Il y a tout un mix entre l'ouïe, l'odorat, et puis les descriptions que nous font les autres. Après, bien sûr, ça ne pourra pas tout compenser, mais déjà, les sensations, et puis beaucoup aussi les contacts humains. C'est très important quand on va à l'étranger d'échanger avec les gens. Et là aussi, à travers les échanges, les discussions autour d'un dîner ou d'un café, permettent aussi de s'imaginer un peu le pays dans lequel on est. Alors vous avez parlé des couleurs, c'est quand même intéressant les couleurs, parce que nous qui y voyons, on est baignés dans les couleurs en permanence. Est-ce que vous vous faites une idée des couleurs? Alors, une idée, pas forcément, mais nous, en fait, parce qu'on nous l'apprend quand on est petit, on voit des psychomoteurs, on voit des professeurs de locomotion pour apprendre à marcher tout seul dans la rue, traverser, prendre les transports en commun. Et là aussi, pour les couleurs, on nous apprend en gros les couleurs chaudes, les couleurs froides. Après, bien sûr, on ne fait pas la différence entre un rouge et le bleu, mais au moins on a ces notions-là. Voilà, on sait que le rouge, c'est une couleur plutôt vive, que le bleu, c'est plutôt une couleur plus froide. Voilà, ces notions-là, on nous les apprend en fait. Pendant vos études, vous avez dit plusieurs fois qu'on vous a découragé en vous disant que peut-être le journalisme, c'était pas fait pour une personne non-voyante. Comment est-ce que vous vous êtes débrouillé et comment est-ce que vous vous débrouillez encore, en fait, pour faire tout comme nous, les journalistes voyants, sans y voir? Alors déjà, ce qui est très compliqué, avant même d'être journaliste, c'est d'abord de faire ses études. Parce que, moi j'étais en école spécialisée jusqu'au collège, et après, pour me préparer à la vraie vie, entre guillemets, j'ai demandé à partir en intégration dans un vrai lycée, en inclusion, ce qu'on appelle aujourd'hui en inclusion. Donc j'étais dans une classe à Paris, dans le 15e arrondissement, avec 35 élèves dans la classe. J'étais plus à l'Institut des jeunes aveugles, dans une petite classe avec 4-5 élèves, où là vraiment on avait des conditions vraiment privilégiées. Voilà, je voulais pas ça parce que je sais qu'après, moi je l'ai vu avec d'autres amis, quand on reste trop dans le cocon, très souvent, lorsqu'on arrive après le bac, notamment pour aller à l'université ou en BTS, on est perdu, on est dépaysé parce que on ne résiste pas à cette pression, parce que du jour au lendemain, il n'y a plus personne pour vous aider. Alors bien sûr, quand j'étais au lycée, l'Institut des jeunes aveugles s'occupait des traductions des bouquins, mais voilà, il fallait après se débrouiller tout seul, parce que dans une classe, quand il y a 35 élèves, l'enseignant n'a pas le temps de faire un travail personnalisé. C'est un peu marche ou crève, hein. Mais ce qui va être compliqué parfois, c'est qu'il y a des enseignants qui ont peur et qui ne veulent pas d'étudiants handicapés dans leur classe. Et là aussi, ça m'est arrivé en seconde, où là j'avais dû me bagarrer parce que l'enseignante principale ne voulait pas de moi, en fait, tout simplement. Donc elle avait tout fait pour que ça se passe mal.
Et même parfois, elle avait même empêché l'AVS de m'aider dans les devoirs sur table en disant l'INJA m'a dit que tu pouvais tout faire, l'INJA, donc l'Institut des jeunes aveugles, qu'on pouvait tout faire en braille, donc tu te débrouilles avec le braille. Mais bon, quand on a des tableaux partout, par exemple en mathématiques ou en économie, bah, c'est pas toujours facile de transcrire en braille. Donc là, on avait vraiment besoin d'avoir des yeux, entre guillemets. Bon, bah, après la fin de l'année, j'avais failli être renvoyé du lycée, du coup, parce que l'enseignante avait réussi même à se mettre à dos, à mettre à dos les enseignants qui ça se passait bien. Et finalement, on a trouvé un compromis, j'ai changé de classe. Et du coup, je ne l'avais plus. Et voilà. Et du coup, j'ai une équipe pédagogique très bien qui m'a beaucoup aidé. J'ai eu des enseignants qui m'ont beaucoup encouragé, notamment un de mes profs d'économie quand j'étais en terminale. C'est un peu grâce à lui que j'ai fait ce métier-là. Parce que justement, il savait que j'avais un potentiel. Il m'a toujours poussé, il m'a toujours dit Hakim, vous ne voyez pas, mais vous ne devez pas trouver d'excuses. C'était toujours sa phrase. Donc, il m'a toujours poussé à me préparer au concours dès la terminale pour éviter ce qu'on appelle aujourd'hui, dans le langage, l'autocensure. Parce que des fois, même si on a des envies, voilà, on a peur, il y a la pression, le handicap, le monde des adultes qui font qu'on peut être découragé. Mais voilà, j'ai été aidé aussi par ma famille. Ma famille a toujours cru en moi, mes amis, mes proches. Et ça compte beaucoup quand on a un handicap, c'est l'encadrement, mais aussi d'avoir des mentors. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, c'est d'avoir des gens plus grands que moi, avec qui j'étais ami, qui ont fait des grandes études prestigieuses. Voilà, ils sont pas journalistes pour le coup, mais bon, ils sont avocats, ils ont fait des grandes écoles aussi, et qui m'ont aidé à me dire que c'était possible, parce que finalement, quand on a un handicap, quel que soit ce que l'on veut faire comme métier ou comme étude, on a besoin de repères, on a besoin de balises en fait. Et quand une personne qui ne voit pas a réussi à le faire, déjà ça vous encourage. Vous dites, si lui il l'a fait, c'est que je peux le faire. Et c'est une question difficile, mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Si demain on vous offrait la possibilité de voir, est-ce que vous auriez envie de voir et du coup de faire votre métier différemment, de nous découvrir tous puisqu'on se côtoie tous les jours, enfin de mettre vraiment des images sur des voix, etc. Alors c'est une question qui au contraire n'est pas difficile. Pourquoi ? Parce que moi je suis né comme ça. Ce qui est difficile, c'est pour les gens qui ont vu. Moi j'ai beaucoup d'amis qui voyaient 10 sur 10 et qui malheureusement ont perdu la vue à cause de la guerre, à cause d'accidents de voiture, des choses comme ça. Là, c'est compliqué parce que très souvent, ils ont perdu la vue à 15-20 ans. C'est l'âge, voilà, c'est l'adolescence, on est un jeune adulte, c'est l'âge dans lequel on se construit. Et là, c'est compliqué. Moi, comme je n'ai pas vu, bon, voilà, j'ai pas cette frustration. Si je l'ai des fois parce que, voilà, je vois bien, des fois quand je suis chez moi au travail, je fatigue plus vite pour faire certaines choses, ou des fois je voudrais lire un courrier ou quelque chose sur Internet et je n'y arrive pas. Là, oui, dans ces moments-là, je n'ai marre pas voir. Mais bon, après, c'est la vie. Mais oui, j'aimerais beaucoup revoir. Ça, j'adorerais pouvoir voir un jour. Hein. Et je me suis même souvent demandé, est-ce que si j'avais vu, mon parcours aurait été le même ? Et figurez-vous que des fois, je me pose la question, et je me dis que peut-être que si j'avais vu, je ne serais peut-être pas journaliste. Parce que je n'aurais pas fait les mêmes rencontres, parce que je n'aurais peut-être pas évolué dans le même environnement. Et pour le coup, des fois, je me dis que le fait de ne pas voir, c'est une supposition, ça reste très théorique, mais ça peut être été une chance, en fait, et c'est peut-être pour ça que je suis devenu journaliste, parce que peut-être qu'en voyant, j'aurais fait autre chose, un pilote d'avion, je ne sais pas, mais voilà. Mais en tout cas, le fait de ne pas voir m'a beaucoup aidé à faire ce métier, parce que aussi, il m'a rapproché de la radio, par exemple. Voilà, quand on est non-voyant, on aime beaucoup la radio. Est-ce que si j'avais eu 10 sur 10, est-ce que j'aurais été autant fasciné par la radio ? Peut-être pas. Mais quand vous partez en reportage, avant de partir, il faut se documenter. Et est-ce que parfois vous vous dites « Ah mince, dans cet endroit-là, je vais avoir des difficultés à me déplacer, à rencontrer des gens, à m'organiser » Est-ce que parfois vous avez quand même une certaine crainte à cause de votre handicap ? Alors, je ne vais pas vous mentir, quand je vais à l'étranger, notamment quand c'est pour faire du hard news, ce qu'on appelle du show en fait, hein, des reportages qu'il faut envoyer au bout de 2-3 heures, là oui, j'ai souvent la boule au ventre parce que je me dis l'entreprise m'a fait confiance, parce que je me dis voilà, qu'il y a un investissement financier aussi, et très souvent je mets la pression. Ça, je ne vous cache pas que, encore plus quand c'est pour faire du hard news, là j'ai toujours très peur avant d'y aller. Il faut dire que moi aussi, je suis impressionnée si on me demande de faire la même chose, ce que je ne fais pas en général. Mais... Et je ne vous cache pas qu'effectivement, en général, ça se manifeste une semaine avant de partir. J'ai du mal à dormir, voilà, je suis très angoissé, alors que pourtant, voilà, maintenant je travaille depuis 10 ans, donc même mes parents me disent toujours, mais Hakim, c'est bon maintenant d'expérimenter, il ne faut plus avoir peur. Mais malgré tout, voilà, parce que moi, quand on a un handicap, vous savez, le problème, c'est qu'on a toujours peur de mal faire. Parce qu'on se dit que si on fait mal, on sera jugé plus que les autres. Donc du coup, très souvent, quand on a un handicap, on se met la pression, même pour le travail en France, même à Paris, hein, parce qu'on se dit, si moi je rate, et ben voilà, on mettra mon handicap dans la figure. Et c'est ce qui fait que malgré le temps, malgré l'expérience, on a cette pression parce qu'il y a la peur de mal faire. Alors des fois, même très souvent, on a tendance à surinvestir, à surpréparer. Moi, je sais que j'ai bien préparé, prendre de la documentation, que ce soit sur Internet, mais aussi à Radio France, on a la chance d'avoir un service de documentation d'actualité. Et du coup, l'avion, c'est un vrai sas pour moi quand je pars à l'étranger. Voilà, j'aime bien prendre mes notes, mon ordinateur, mes fichiers, et lire un peu
les articles pour avoir un peu déjà une petite idée de l'endroit dans lequel je vais aller, mais surtout pour avoir un premier background. Parce que nous, dans notre métier, on doit travailler très vite. Donc quand on arrive, on doit avoir conscience tout de suite des problématiques que l'on va traiter. Donc c'est important d'avoir un petit background. Donc oui, je prépare beaucoup. Après, j'ai la chance aussi maintenant, depuis quelques années, qu'à la DRH de Radio France, à la mission handicap, on me finance un accompagnateur quand je vais à l'étranger. Donc déjà, c'est un peu rassurant. Donc voilà, quand j'arrive notamment en Afrique ou en Asie, je suis pas seul perdu au fin fond du Mali ou de la Chine. Là, ça déjà, c'est une aide. Mais après, votre guide, il est là pour vous accompagner, mais après, le boulot, c'est moi qui le fais. Donc c'est à moi aussi d'être performant et comme disait mon professeur quand j'étais au lycée, de ne pas trouver d'excuses pour ne pas faire les choses.